Eh bien, je ne suis pas dans un camping, je suis au jardin des merveilles. Alors, un jardin où on va trouver, je verrai tout à l'heure avec Rémi, des cultures particulières, des serres, hein. Mais il y a aussi un bar, j'imagine qu'ils s'utilisent lors des sessions. Cette parabole, eh bien, je sais que lorsqu'on le met à l'envers, c'est un cuiseur solaire pour faire la cuisine. Il y a des habitats un petit peu particuliers puisque un tipi ici et tout au fond là-bas caché, il y a une yourte. D'ailleurs, c'est dans la yourte que je vais dormir ce soir. La forêt fruitière. Alors, je rentre dedans. Que vois-je? Bon, des murs. Je pense que ce sont des murs. Ici, du raisin. Il n'en reste plus. D'autres raisins. Ah ben, je crois que là, j'aurai besoin d'explications tout à l'heure parce que je ne reconnais pas forcément tous ces fruits. Mais ce que je vois, c'est une volonté d'avoir une végétation extrêmement variée, dense aussi. Fruitier, voilà. Là, j'ai évidemment des énormes rhubarbes. Wow, super. Un cerisier. C'est marrant parce que il y en a partout. Il y a des choses partout. Il y a de l'herbe aussi. Alors là, je rentre dans une structure particulière en plastique, une sorte de serre. On a des choux, des bambous. Des stages, on faisait des cours, des balades botaniques, des conférences. Et tout ça, là, pour l'instant, moi, j'arrête parce que déjà, j'étais que bénévole sur mon asso et que là, aujourd'hui, j'ai envie d'un peu de gagner ma vie. Parce que être bénévole, en fait, ça fait 12 ans que j'ai lancé le projet. Combien? 12 ans? 12 ans que j'ai lancé le projet, juste l'exploitation agricole, la pépinière. Et ça fait peut-être un an que je commence à me verser 500 € par mois. C'est pas un salaire, c'est juste 500 € par mois. Ouais. Et ça fait un an. Et ça fait quelques mois là que ça y est, là, les vidéos commencent à payer un petit peu. Donc là, je suis autonome financièrement. Et ça fait 12 ans que je travaille à fond, mais en étant bénévole sur 2 assos, en étant, mais après conseiller municipal, ça c'est un peu plus récent. Mais j'ai l'impression que je passe ma vie à bosser comme un fou, et être toujours dépendant de l'État, du RSA qu'on me versait. Et là, je me dis, mais en fait, ça tient pas trop la route, quoi. En vrai, ça tient pas la route, alors que pour moi, ce qui ne tenait pas la route, c'est de juste bosser pour ma gueule et faire des sous pour moi. Et que ce qui tient la route, c'est de bosser pour des assos, de bosser pour les autres, de partager, d'être élu sur ma commune, donner pour les autres, c'est ça qui tient la route. Et là, je suis en train de me dire, déjà, pour moi, ma santé mentale, physique, financière et tout, faut que je prenne du temps pour moi, que je me pose, que j'arrête d'être à fond, et que le minimum que je fais, c'est pas d'abord les assos, d'abord la mairie, Non, c'est d'abord je bosse pour moi, et une fois que j'ai assez pour vivre, pour être autonome et pour plus dépendre de l'État, et si j'ai encore de l'énergie, encore du temps libre, là, je vais le donner à fond pour les assos, pour le reste. Mais voilà, là, c'est un peu ce recentrage-là que... Ouais, c'est ça que tu es en train de redéfinir, en fait. C'est ça, recadrer un petit peu et puis penser à moi. Parce que aujourd'hui, tu vois, moi, j'ai rencontré, pendant mon voyage, j'ai discuté avec plein de gens, et je trouve qu'il y a beaucoup de personnes, justement, qui évoquent leur vie professionnelle, leur engagement, en disant, oui, mais j'ai aussi une vie privée, notamment le Jardin de la Valette que j'évoquais tout à l'heure. Et quand tu parles que la biodiversité disparaît et que tu le sens ici, alors que là, tu es quand même dans un coin relativement préservé. Là, on a la forêt de la Grésigne qui est classée, alors c'est quoi, il y avait une Natura 2000, je sais pas s'il y a pas encore autre chose dessus, mais oui, c'est protégé. Et grâce à ça, on a de la chance, on vit dans un milieu où si on fait en sorte que ce soit accueillant pour la biodiversité, les insectes, les oiseaux, tout ça, ils sont autour, ils peuvent venir, ils sont autour. C'est pas énorme, mais ils sont là, quoi. Puis c'est une région d'élevage, c'est vallonné, donc on n'a pas fait de très très grandes cultures, donc le relief protège. C'est ça, puis on a la chance d'avoir une très mauvaise terre ici. Et il y aurait une bonne terre, ça serait cultivé. Là, on est dans la région bordure de la région du Ségala.
Oui. Et le ségala, le terme ségala vient de seigle, c'est des terres à seigle. Ouais. Donc soit c'est des bonnes terres, tu fais du légume, tu fais du maraîchage, c'est des terres humides. Soit c'est des terres un peu moins bonnes, tu fais de la céréale. Et soit c'est des mauvaises terres et tu fais du seigle, parce qu'il n'y a que ça qui pousse. Voire à l'extrême, si même le seigle ne pousse pas, et ben là c'est de l'élevage, donc il y a de l'élevage du cochon, il y a pas mal de trucs comme ça. Ouais. Mais et grâce à ça, du coup, ben, on est un peu sauvegardé. On a été sauvegardé de cette grosse agriculture. Mais après, pour cultiver. Et ton sol ici, toi, il est... Alors c'est très compliqué. On est, alors je dis Ségala, c'est aussi les régions des Causses et du Quercy. Et les Causses, c'est des sols. Alors qu'on dit karstiques, c'est des sols qui sont calcaires, très poreux et très. Alors la forêt de la Grésigne à côté, le terme Grésigne vient de grès, on est sur du grès. Donc c'est de la roche très, ça ressemble du sable un petit peu. Et donc là, moi ici, on est sur des sols très hétérogènes dans le Tarn, mais là ici, c'est du neutre légèrement acide. Au niveau du pH, c'est très bien. Par contre, c'est du sablo-limoneux, c'est très sableux avec un peu de limon et pas d'argileux du tout. Donc c'est-à-dire c'est des terres qui drainent très très vite. C'est ça. Et en plus, c'est des zones qui sont très pluvieuses. Là, on est, alors, il y a, sur la région, là, on est à 650 mm en moyenne à l'année de pluie. Ben là, sur la zone où je suis, moi à Vaour ici, on est à les plus petites années, sur ces 15 dernières années, c'était 950 mm. Donc c'est bien au-dessus de la moyenne. Ouais, donc on a beaucoup d'eau qui tombe du ciel, mais par contre, vu qu'on est sur un sommet, ben, l'eau repart très vite. Et puis même vu que le sol est sableux, ben, même dans le sol, l'eau descend très vite. Et le peu de matière nutritive qu'on pourrait avoir dans le sol, ben, c'est lessivé par les pluies qu'on a l'hiver. Donc c'est des sols très difficiles à cultiver. Moi, je trouve ça génial, ce genre de sol, parce que c'est un peu la mission. C'est ce que je me suis dit quand je suis sorti de mes formations, maraîchage, tout ça. Je me suis dit, je suis content de partir sur des zones qui sont incultes, qui sont très difficiles à cultiver. Et j'ai envie de prouver qu'avec certaines méthodes, on peut rendre ces terres productives. Et je commence à y arriver, au bout de 12 ans. Ah oui, donc c'est long quand même. C'est pas une bonne idée de le faire, en fait. Non, si tu étais parti sur une terre plus facile, tu aurais eu plus de satisfaction. Enfin... Ouais, mais j'aurais rien prouvé. Ouais. Là, je prouve qu'en augmentant la matière organique, en ayant des bonnes pratiques agricoles, même des terres comme ça, avec beaucoup d'efforts et de patience et de persévérance, on peut les rendre productives. Et c'est ça que je voulais. Je pensais pas que ce serait aussi long. Et j'avais un peu mes rêves de débutant à me dire mais si c'est facile, il faut juste favoriser la biodiversité, vous allez voir ça va marcher. Non. Ouais, mais bon, écoute, si tu réussis à prouver oui, j'arrive à rater pas mal de choses aussi. Certainement, mais c'est l'expérimentation qui apprend. Ouais, c'est ça. J'ai rencontré aussi quelqu'un qui a créé un jardin d'arbres, non un jardin, une forêt d'arbres fruitiers comestibles. Okay. Et donc il a fait ça au nord de Saint-Jean-d'Angély, donc sur une terre calcaire, un sol peu profond. Alors peu profond, il me disait qu'il atteignait le caillou tout de suite. Et lui, il a mis 15 ans, mais c'est une forêt vraiment, désormais, ces arbres sont assez grands, quoi. Il a planté très dense, il a énormément paillé, il a mis sur un hectare. Il a tout planté d'un coup en ayant dessiné, tu vois, en donnant un sens, une symbolique et tout. Donc c'est assez marrant, c'est très intéressant. Et il a mis 7,5 tonnes de paille. La première année, quand il a commencé, Ouais, mais ça, c'est les méthodes maintenant qui marchent. Il y a, dans le nouveau courant là, qu'on appelle maraîchage sur sol vivant, il y a ce qu'ils appellent la méthode Armageddon. C'est la meilleure méthode qu'ils ont trouvée pour rendre un sol fertile dès la première, deuxième année. Et c'est, alors je sais pas au niveau du nombre de tonnes, mais c'est encore plus que ça, je pense. C'est paille, pourquoi pas, sinon BRF, du broyat de bois. Et c'est un apport massif de matière carbonée qui va faire un peu éponge dans le sol. Et puis après, des couverts végétaux de suite pour que ça s'enrichisse en bactéries, que ça se structure. Et derrière, on arrive à avoir des choses productives. Mais ça, c'est des méthodes qui sont complètement... une façon de voir qui est complètement nouvelle. On a eu, sorti après-guerre avec la révolution agricole un petit peu, on savait que les plantes, il fallait azote, phosphore, potassium, et c'était agriculture chimique, on leur donne ça et les plantes elles poussent. Et il fallait que le sol soit le plus inerte possible. Tout ce qu'il y aurait comme de vivant dans le sol perturbait les calculs qu'on pouvait faire en apport et en intrants. Et là aujourd'hui, on est sur une vision qui va vers l'agriculture conventionnelle maintenant. On essaye de leur apporter ça aussi, en leur disant cette méthode-là, elle marche et en plus elle coûte beaucoup moins cher. Enfin, tu n'auras pas besoin de racheter plein de produits, tout ça. Une fois que tu auras fait ton apport de matière carbonée dès le début,
ça sera productif. Et si tu gardes ton sol vivant, ça restera productif dans le temps. Ben, ça commence à plaire. Ça commence à plaire, ouais.